Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Ce soir, nous allons partager la réflexion de notre cher ami Shadil Nawaf Taka, qui est docteur en droit comparé, qui va nous présenter son ouvrage sur son pays, l'Irak, qui vient d'être publié. Et tout à l'heure, le libraire avec lequel on collabore, il viendra avec quelques exemplaires pour ceux et celles qui voudront avoir un dédicace de l'auteur. Euh, pour discuter avec Jadil sur cet ouvrage et sur l'Irak en général, nous avons aussi le plaisir de recevoir un ami, Robin Beaumont, qui est politiste, spécialiste de l'islam politique chiite en Irak. Euh, le modérateur et l'orateur se connaissent bien, mais le modérateur, il va pas être clément, si j'ose dire, dans ce débat qui s'annonce très intéressant. Je les remercie tous les deux pour leur temps, pour leur gentillesse de venir présenter cet ouvrage, et je vous laisse avec nos chers amis Robin et Chadel. Bien, bonjour à tout le monde, toutes et tous. Merci beaucoup, Salam. Merci au Carrette, merci Isabelle. Merci Chadel pour le plaisir et l'honneur que tu me fais et la confiance. En particulier parce que je ne travaille pas du tout sur les sujets que tu abordes, en particulier dans cet ouvrage. Je vais tenter de discuter ce travail avec humilité parce que je suis chercheur, mais encore une fois, je ne travaille pas sur ces questions-là en particulier. Je suis par ailleurs pas irakien et une partie de ton livre montre le mal qu'ont pu occasionner les analystes étrangers, donc je vais essayer de pas trop en rajouter. Mais je te remercie malgré tout pour ce très beau livre, qui est un livre, je crois, important, qui est précieux à plus d'un titre. Euh, et je commencerai peut-être, en guise d'introduction, pour te donner l'occasion de faire une présentation un peu large, euh, par te demander pourquoi ce livre n'est pas... et ce livre-là et pas un autre. Je pense qu'il y aurait eu plein de façons d'écrire ce que tu as écrit. Tu aurais pu tenir un journal de ces 20 dernières années, tu aurais pu écrire un roman, tu aurais pu écrire... Alors, on sait que ta pudeur t'en a empêché, mais tu aurais pu écrire une biographie de ta famille, qui est une voix qu'on entend assez peu sur l'Irak, mais tu as choisi la voie d'un essai personnel, et d'un essai qui donne la part belle à l'histoire, même si ce n'est pas forcément un ouvrage d'histoire, et qui aussi mobilise beaucoup, alors tu es juriste, mais qui mobilise beaucoup la théorie, les grandes théories, les subaltern studies, de grands noms de gens qui ne sont pas nécessairement liés à l'Irak. Et je voulais voilà, te demander pourquoi ce choix-là plutôt qu'un autre, et pourquoi ce livre sous cette forme-là. Merci Robin. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous. C'est un plaisir d'être au CAREP, qui est une référence dans je vais appeler ça les Arab Studies. Il y a quelques années, j'étais assis tout au fond là, et quand le centre a commencé, je crois que c'était Adel Bakawan qui parlait de l'Irak. Et quelques années plus tard, je suis ici. Merci au Stade Salam qui m'a donné aussi la chance de pouvoir venir présenter cet essai. Et je suis surtout très heureux de faire ce débat avec toi, Robin, parce que tu es une référence sur les questions irakiennes. Et donc, c'est un débat ou un échange auquel je me suis préparé moi aussi, parce que je sais que le match ne va pas être facile. Euh, et je ne crois pas qu'il faut être irakien pour parler de l'Irak. Au contraire, ce à quoi moi je m'attends souvent quand j'ouvre un livre sur l'Irak, c'est tout simplement d'avoir une certaine rigueur et une certaine honnêteté intellectuelle. Et ce que je vais expliquer et montrer après, c'est que malheureusement, l'honnêteté intellectuelle, lorsqu'il était question de l'Irak, elle n'a pas toujours été présente. Donc je m'appelle Shad Nawaf Taqa, moi je suis né à Bagdad. Mes parents viennent, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, de Mossoul, qui est la ville un peu principale au nord de l'Irak. Mon père était diplomate, et mon grand-père également. Et donc j'ai grandi dans un environnement qui est concerné par la vie diplomatique irakienne, avec aussi un attrait pour la culture, d'où l'intérêt parfois pour les théories.
Mon grand-père était l'un des pionniers de la poésie moderne arabe en vers libre. Mon père aussi a également écrit. Donc voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi. Cet essai, j'ai appelé ça de manière très humble métapolitique. Je m'intéressais surtout aux idées qui étaient derrière tout ce qui s'est passé sur la scène politique irakienne. Je suis allé étudier à King's College après mon doctorat, enfin pendant mon doctorat, pendant que je finissais mon doctorat. Je suis allé à King's College dans le World Studies Department parce que je voulais écrire sur mon pays, mais je me suis dit, si j'écrivais sur mon pays parce que je suis irakien, il y a 45 millions d'Irakiens, ils peuvent tous écrire sur l'Irak. Je voulais étudier ça de manière sérieuse et rigoureuse et scientifique. Mais je ne savais pas que j'allais écrire ce livre-là. C'est aussi c'est les rencontres que j'ai pu faire à Londres qui m'ont poussé. Mais je crois qu'il y a aussi, euh, avant même d'aller commencer à étudier un peu l'Irak, il y a forcément des auteurs qui m'ont influencé. Et moi, celui qui m'a qui m'a inspiré depuis très jeune, c'est Edward Said. Et ce qui m'intéresse chez Edward Said, donc auteur euh, palestinien-américain, c'est lorsqu'il travaille sur l'affiliation entre le pouvoir et le savoir, le rôle des intellectuels, le rôle des idées euh, dans cette domination qu'on va projeter sur le Moyen-Orient. Euh, Moi, l'Irak est important pour moi et je crois qu'il est toujours important pour tout le monde pour trois raisons principales. Je les citerai rapidement. D'abord, l'invasion américaine en 2003, elle s'est faite sans fondement juridique. Elle a porté, elle a délégitimé euh, le, l'ordre international que les Américains et leurs alliés prétendent défendre. Et en fait, l'Irak, 20 ans plus tard, est revenu sur la scène lorsque les Russes, le pouvoir politique, enfin, les dirigeants russes ont envahi l'Ukraine. Les Américains et leurs alliés ont demandé au monde entier de finalement suivre la condamnation euh, euh, de la Russie au nom du droit international et euh, l'ordre international. Et tout le monde a rappelé l'exemple irakien en disant, en fait, il y a quelques années, vous étiez à la place des Russes. Et donc cette incohérence-là, elle est née, elle a été rappelée depuis l'invasion de l'Irak. Voilà pourquoi, et encore aujourd'hui, quand c'est le Venezuela, on entend parler de l'Irak. Donc l'Irak, ça a été ce moment de rupture par rapport à ce qu'on appelle l'ordre international, les règles que tout le monde est censé respecter. L'Irak est important aussi pour la deuxième raison, ça concerne plutôt l'actualité régionale, c'est que après le retrait des Américains en 2011, euh, euh, un acteur régional très important, l'Iran, via ses partis politiques et ses ministres, a pu aussi étendre son hégémonie régionale. Et en fait, cette hégémonie régionale a été possible parce que les Américains, en 2003, ils ont mis fin à un régime qui euh, faisait obstacle à l'hégémonie iranienne. Et après 7 octobre, en fait, toute cette organisation, toute cette architecture sécuritaire iranienne euh, a été mise à mal par la réaction israélienne. Et en fait, cette architecture-là n'eût été possible sans l'invasion de l'Irak en 2003. Donc là aussi, je crois que euh, là est l'importance aussi de l'invasion américaine parce qu'elle a permis cette nouvelle architecture qui aujourd'hui est mise au défi, challengée. Je n'ai pas envie de parler comme les anglo-saxons. Le troisième point, pourquoi pour moi l'Irak est très important, euh, c'est que les Américains sont venus avec une lecture ethno-confessionnelle de l'Irak qu'ils ont imposée, et j'expliquerai comment par la suite. Et on le retrouve, ça prend corps avec la constitution irakienne, ça a enraciné euh, ces divisions ethno-sectaires, et cette lecture est venue aussi avec cette idée selon laquelle ce pays était dirigé par un arabe sunnite, et donc on a collectivement puni les arabes sunnites après l'invasion. Et cette marginalisation, cette discrimination de ce segment de la population euh, a permis ce terreau sur lequel, euh, en fait, on a vu Daesh commencer. Donc, je pense qu'on ne peut pas comprendre un phénomène comme Daesh si on ne fait pas la généalogie, l'histoire de tout ce qui s'est fait depuis 2003, c'est-à-dire une lecture ethno-confessionnelle qui va légitimer la marginalisation d'une partie de la population. Et cette marginalisation, elle va créer un ressentiment, et c'est ce ressentiment-là, en fait,
qui pour moi est aux racines de ce qui se passe aujourd'hui en Irak et au Moyen-Orient. Plus particulièrement, moi, dans mon essai, ce qui m'a intéressé, encore une fois, c'est euh, le rôle des intellectuels et des idées euh, après l'invasion de l'Irak en 2003. Le premier exemple que j'avais en tête, c'est comment on a perçu Bagdad. Et donc là, on est venu avec des théories et on a projeté sur Bagdad des théories comme si Bagdad était un laboratoire. Donc on est venu, on a dit on va imposer le shock and awe. Donc on va utiliser une force assez incroyable contre Bagdad pour paralyser l'Irak. Et en fait, le problème avec ces doctrines militaires, c'est que les Irakiens étaient absents, puisque c'est une doctrine verticale. Personne ne s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe à Bagdad? Qu'en pensent les Irakiens? Et là, le rôle des intellectuels est intéressant, parce que vous aviez Kanaan Makiya qui disait, ah, vous savez, moi, donc, un exilé irakien, parce qu'il n'est pas question simplement des intellectuels étrangers, les exilés irakiens ont joué un rôle. Kanaan Makiya, lorsque Bagdad est bombardé, il dit, moi, quand je vois Bagdad se faire bombarder, j'entends une symphonie. Kanaan Makiya, fils d'un architecte très connu en Irak, Kanaan Makiya, surtout, c'est l'un des conseillers de George Bush. Donc, avant l'invasion, quand on préparait l'opinion publique américaine à l'invasion de l'Irak, on demandait à Kanaan Makiya quel était son avis. Il y a aussi, par exemple, Fouad Ajmi, qui n'est pas irakien, mais qui fait partie de ces voix qu'on entend, qui disait aux Américains, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver en Irak, les Irakiens vont vous recevoir avec des fleurs. Ce que je dis là, c'est cité dans mon livre. Je ne le sors pas de moi-même ou c'est pas quelque chose que j'ai entendu. C'est des références qui sont présentes. Donc l'Irak, ça a été un laboratoire pour ces théories, ces doctrines militaires. Ça a été aussi un laboratoire pour les doctrines contre-insurrectionnelles américaines. Donc, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'invasion américaine, il y a eu une insurrection irakienne, un refus tout simplement de l'occupation américaine. Et en 2006-2007, on était à, et là je le cite également, à 30 000 attaques contre les interaméricains par jour. Donc c'est toute une autre définition des fleurs. Euh, et là, bien sûr, les Américains vont faire de l'Irak un laboratoire, ils vont modifier leur théorie contre-insurrectionnelle en Irak, ils vont commencer à se rapprocher de la population irakienne, mais en utilisant encore une fois une lecture ethno-confessionnelle. Donc vous regardez une carte de l'Irak avant 2003, la plupart des quartiers irakiens étaient mixtes. Et là, on a commencé à faire des checkpoints, à faire des gated communities. Et finalement, quelques années plus tard, vous regardez la carte de l'Irak, et je pense qu'il y a beaucoup d'amis irakiens qui sont présents, certains ont vécu cette période, je pense à mon ami Ali, l'Irak, c'est divisé en quartiers confessionnels. Et lorsque vous rentrez dans un quartier, on va vous demander quel est votre nom, et je ne vous raconte pas la suite, il y a eu malheureusement beaucoup d'exactions et beaucoup de changements démographiques à cause de l'imposition de cette lecture ethno-confessionnelle de l'Irak. Alors on m'a dit ethno-confessionnel, c'est un peu trop compliqué, Chatil, soit un peu plus humble, mais je dirais communautaire si vous voulez, pour pas vous perdre. Pardon. Non, excuse-moi, Et cette lecture confessionnelle, je finis, elle a été appliquée même dans les prisons. C'est que même dans les prisons, en fait, entre un segment et un autre, on favorisait. Et bien sûr, ça n'a fait que enraciner ces divisions qui existaient déjà. Je ne dis pas que les Américains sont venus ou les Iraniens sont venus et ils ont inventé ces divisions. Pardon. alors c'est précisément ma question, je change un peu l'ordre de mes questions, mais ça me permet de rebondir. Je trouve qu'une des grandes vertus de ton livre, c'est de évidemment reconnaître le moment de rupture et un peu le péché originel de 2003, c'est certain, mais c'est aussi de rétablir des continuités et de montrer que tout n'est pas en 2003. Et d'ailleurs, Bien tu sûr. réinscris l'invasion américaine dans une chronologie bien plus large en disant, bah, faut repenser la guerre Iran-Irak qui est assez méconnue en fait ici par exemple, la première guerre du Golfe, l'embargo des années 90 et montrer la continuité dans tout ça. Et inversement, je trouve, alors je force un peu le trait pour susciter la controverse et la discussion, mais que tu vois, typiquement, quand tu écris, quand tu parles de l'injection du sectarisme par l'occupant américain et les élites politiques locales, ce qui est sans doute très vrai, mais est-ce qu'il ne faut pas, là aussi, rétablir une certaine continuité et, et reconnaître aussi toute la dimension confessionnelle qui préexistait à 2003 et qui a été et tu le dis toi-même quand tu parles du parti Baath de Saddam Hussein,
présenté comme parti laïque, transconfessionnel, etc., mais qui en fait lui-même a instrumentalisé ces questions identitaires. Est-ce qu'il ne faut pas là aussi rétablir une continuité et montrer que 2003 est venu accentuer, renverser des choses qui étaient déjà existantes? Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. C'est un débat qu'on a même avec les Irakiens. Et mon ami Ali, on passe notre temps chaque fois qu'on se voit. Donc c'est pour vous dire que c'est un débat qui est présent chez les Irakiens. Mais je crois que, encore une fois, les questions ethno-confessionnelles ont toujours été présentes en Irak. Et en revanche, leur inscription, euh, j'ai envie de dire, de manière officielle, ou la promotion de Leur cette... institutionnalisation. Pardon? Leur institutionnalisation. L'institutionnalisation ou même le fait de les rendre légitimes dans l'espace public, ça, ce n'était pas le cas avant 2003. C'est-à-dire qu'il était tabou, et d'ailleurs, au sein des sociétés irakiennes, il est encore tabou aujourd'hui de rencontrer un Irakien et lui dire, ben, en fait, toi, c'est quoi ta coloration ethno-confessionnelle? Alors nous, les Irakiens, on sait que, bon, si lui, il vient du Nord, il y a des probabilités qu'il soit de ce segment-là, s'il est du Sud. Mais 2003, pour moi, c'est une rupture. euh, Parce on a encouragé cette nouvelle configuration. Et on le voit dès 2002, quand il y a cette fameuse conférence à Londres, où on réunit les partis politiques. Les journalistes qui ont couvert cette réunion parlent déjà de cette crainte, parce que c'est une fragmentation qui va dire institutionnelle et officielle. Aujourd'hui, et vous le voyez, tu l'as commenté dernièrement dans un podcast avec les élections irakiennes, que j'ai suivi avec grand intérêt, c'est quelque chose de presque naturel, en fait, qu'on va dire, ah, toi, donc les sunnites, vous allez prendre ça, les chiites, vous allez prendre ça. Ce n'était pas le cas Mm. avant 2003, Mm. c'était un tabou. Mm. Et en revanche, c'était encore présent. Je rappelle une étude très intéressante pour ceux qui s'intéressent aux études irakiennes, Anna Battatou, lorsqu'il fait cette longue histoire des partis politiques irakiens, des mouvements révolutionnaires, c'est toujours présent, même lorsqu'il fait des tableaux, des centres, enfin des commandements, des leaders politiques dans chaque parti politique chiite, pardon, communiste ou basse, ou je ne sais quel autre parti, comme les démocrates, nationaux-démocrates, euh, il rappelle le nombre des sunnites, des chiites. Je veux dire, c'était quelque chose de présent, Mm. Mm. on ne le niait pas. En revanche, c'était un tabou que les Américains ont Mm. brisé. Et genre, pour donner un peu de contexte, parce que l'Irak a, pour son malheur ou pas, je ne sais pas, est un peu un des terrains les moins recherchés de la région. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point pendant 20 ans il a concentré l'attention médiatique et politique internationale et en même temps a suscité une production assez pauvre. Tu le dis d'ailleurs, et ce livre vient un peu compléter ce manque. Mais pendant très longtemps, la, la production de connaissances sur l'Irak a été le fait d'analystes, pour beaucoup d'ailleurs étrangers et étant venus dans les valises de la coalition, et dont la production, parfois de bonne tenue, était à visée opérationnelle. C'est-à-dire qu'il s'agissait de donner, de comprendre la société irakienne pour pouvoir influencer la construction de son nouveau système politique, etc. Et de fait, ça a laissé des béances énormes. Et jusqu'à aujourd'hui, alors ça change un peu. Moi, je suis de plus en plus contacté par des doctorants, doctorantes en l'occurrence en France, qui veulent travailler sur l'Irak. Et surtout, il y a une des rares dynamiques dont on peut se réjouir en Irak aujourd'hui, c'est l'émergence d'intellectuels, de chercheurs, chercheuses en Irak, venus d'exil ou pas d'ailleurs, éduqués en Irak, et qui travaillent sur leur pays, notamment à la suite du mouvement contestataire de 2019, donc qui ont beaucoup travaillé et qui travaillent beaucoup sur les mobilisations sociales, etc. Mais malgré tout, ça reste un pays assez méconnu. Et alors, je ne sais pas s'il y a des vocations dans la salle, mais il y a des objets, y compris très traditionnels des sciences sociales et de la science politique, qui sont. Il y a pas de grands. En histoire, oui, mais en sciences politiques, typiquement, des grands objets de la science politique très classiques comme les partis, les syndicats, les sociaux, tout est à faire, quoi. Voilà. Et c'est passionnant. Donc, lancez-vous si vous avez des vocations. Mais du coup, pour donner un petit peu de contexte, donc, ton ouvrage qui raconte d'abord, c'est l'imposition évidemment d'institutions, évidemment d'un nouveau système politique, mais aussi d'un imaginaire, ce que tu appelles, en l'empruntant à la théorie politique, une violence systémique, donc qui vient s'ajouter aux violences Épistémique visibles, surtout. pardon, épistémique, pardon, une violence épistémique, Systémique aussi, enfin, et ouais. qui est systémique par ailleurs, qui vient s'ajouter à tous les types de violences beaucoup plus visibles qu'on voit, mais qui est l'imposition d'une lecture de la société, de l'extérieur,
qui se traduit notamment politiquement par ce qu'on a appelé la débarcification, qui est en fait une qui amenuise un petit peu le sens, parce qu'en arabe on dit ijtithaf, et ijtithaf, c'est pas débarcification, c'est éradication. Véritablement. Est-ce que tu peux, et voilà, et donc une grande partie de ton propos est de montrer un petit peu le vice originel de ce système politique qui n'en finit pas d'être à bout de souffle et qui est sans doute condamné, mais qui tient encore. Est-ce que tu peux un peu rappeler les piliers de ce système-là et de ces vices originels qui l'empêchent de se réformer et de répondre aux aspirations qui, régulièrement, pas que en 2019 d'ailleurs, mais très régulièrement, surviennent en Irak? Je te remercie, Romain. D'abord, pour rebondir sur la question de Saddam Hussein, parce que c'est un élément très important. Ce que je rappelle dans mon livre, c'est que je crois que, surtout après l'invasion du Koweït, le- 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 l'embargo et les sanctions euh, affaiblissent le régime irakien et affaiblissent notamment une certaine classe moyenne qui dépendait de l'État. Euh, et, et là commence la faute originelle de Saddam Hussein, c'est en affaiblissant l'État irakien comme ça, il pousse les Irakiens à aller vers leur affiliation, appartenance tribale. Et c'est là que la fragmentation, le début de la fragmentation de la société irakienne. Et c'est en cela, et je l'ai rappelé dans plusieurs entretiens, c'est en cela qu'il est responsable. Parce que il y avait cette FNDIA, cette classe moyenne intellectuelle que l'État irakien a pu euh, encourager et pousser depuis la mise en place de l'État irakien, ces professeurs, ces intellectuels, ces fonctionnaires à qui on a, on a insufflé cette identité supra-religieuse nationale irakienne. Et vraiment le début pour moi de la descente aux enfers de l'Irak, c'est ce qui se passe après l'embargo. Parce qu'on a appauvri les Irakiens, on a on a blessé, heurté, déchiré le tissu social irakien. On a insumé le doute. Et c'est en cela qu'il est responsable. En revanche, ce que je rappelle toujours, c'est que Saddam Hussein, vous pouvez regarder toutes ses interventions, il ne s'est jamais présenté comme un arabe sunnite. Euh, et, et- et ce qu'on lui reprochait souvent, et Hanna Battatou, dès les années 70, on en parle, c'est une ticrétisation du pouvoir d'ailleurs, il l'utilise lui-même. C'est la mise, Explique. c'est la mise en avant des relations tribales. Et ça, c'est un problème que le parti Baas a rencontré dès les années, enfin, dès les années 70, dès leur deuxième retour au pouvoir en 68. C'est que vous regardez les leaders du parti, et vous avez trois quarts qui sont de Tikrit. Et ça, je peux l'expliquer plus tard, j'ai pas envie de perdre la deuxième question. Mais donc, c'est des logiques tribales. Mais effectivement, le problème de Saddam Hussein, c'est qu'aussi, après l'invasion du Koweït, pour un peu essayer de créer de nouvelles euh, comment dire, loyalties. Loyauté. Hein? Loyauté. De nouvelles loyautés, de nouveaux liens de fidélité. En fait, il va commencer ce qu'il a appelé le Hamla al-Imani. Donc, Campagne de la foi. la campagne de la foi, et donc on va mettre du religieux. Et là, Saddam Hussein, pour la première fois de son histoire, apparaît en train de prier. Il prie comment? C'est le début de la fin, parce que c'est la première fois qu'on voit un président irakien. Et donc, ça y est, enfin, qu'on le veuille ou non, il est identifié comme sunnite maintenant. Pour donner des éléments de contexte, la campagne de Pardon. la foi, c'est une campagne lancée par Saddam Hussein dans les années 90, notamment à la suite de l'intifada, de l'insurrection dans le sud, notamment des populations chiites, mais pas que, et qui consistait à essayer de se reconstruire une légitimité religieuse, notamment tu me corriges si je me trompe, notamment en imposant des formations religieuses à l'ensemble de l'establishment de sécurité, militaire, etc. Et dont certains analystes considèrent que c'est aussi le début de, entre guillemets, la salafisation de certains éléments des appareils sécuritaires qu'on a pu ensuite retrouver dans des groupes djihadistes. Et d'ailleurs, tu as des lignes intéressantes là-dessus qui cherchent à démystifier un petit peu cette idée selon laquelle Daesh aurait été complètement formé à partir aux officiels du renseignement ou sécuritaire marxiste qui sont très intéressants, y compris, ça n'a rien à voir, mais avec un autre chapitre que j'ai particulièrement apprécié sur la confessionnalisation de la ville de Bagdad. La ville de Bagdad. Donc. Maintenant, je vais répondre quand même à ta question, je ne veux pas la perdre. Sur la question de l'enracinement
de la lecture ethno-confessionnelle dans la politique irakienne, là, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en allant à Londres et surtout à King's College, puisque je me suis inscrit à un cours qui s'appelle Divided Societies. Bon, je savais que l'Irak allait être dedans. Et quand je rentre, je découvre une théorie consociative. Et après, quand je vais dans les think tanks à Londres, tout le monde parle de consociational theory, consociational theory. Et même les chercheurs irakiens, dans un petit comité, on parle. Et je me dis, en tant qu'Irakien, moi qui suis la politique irakienne, enfin, jamais je n'ai vu parler de cette théorie. Et donc, je pose la question à mon père, je lui dis, le consociative theory, ça te dit quelque chose parce que c'est ce qu'on a appliqué à l'Irak. Donc, il me dit, bah, je vais chercher, c'est quoi la traduction? At-Tawafuqiyya. Ah, si, ça me dit quelque chose. Les Irakiens, de temps en temps, les hommes politiques irakiens parlent de Tawafuqiyya. En revanche, je doute, et mon père doutait, et je pense qu'on peut douter, que les Irakiens savent en fait d'où vient cette Tawafuqiyya, d'où vient cette théorie consociative. Et c'est là que vraiment le cœur de mon travail, je voulais faire la généalogie vraiment de quelles étaient les idées derrière la constitution irakienne, que tous les Irakiens connaissent, mais qu'est-ce qui se passe derrière vraiment, en termes d'infrastructure, on va dire, intellectuelle. Et là, je découvre des intellectuels, beaucoup d'Irlandais, pour des raisons historiques, parce que l'Irlande est également une divided society, une société divisée, mais certains exilés irakiens aussi, qui sont intéressés à l'Irak, ils sont venus avec ce présupposé, ils ont dit l'Irak, et il y a plusieurs chercheurs, et je les cite, plusieurs recherches sur ce sujet, l'Irak, c'est une société euh, divisée par essence. Ces divisions ethno-sectaires, ethno-confessionnelles, nous ne pouvons pas les surpasser, et partant de là, eh bien, nous allons utiliser la théorie consociative, qui tente de répondre à ces problèmes en disant, face à une société divisée, eh ben, nous allons recommander euh, certaines solutions politiques et juridiques. Vous, les sociétés divisées, donc on parle aussi beaucoup du Liban, l'Irlande, la Yougoslavie, il faut du fédéralisme. Et d'ailleurs, on l'a ressorti à la Syrie, d'ailleurs. C'est pour ça que tout le monde, Fabrice Balanche, tout de suite, fédéralisme, fédéralisme, fédéralisme. Donc vous, voilà, vous allez, parce que vous ne savez pas, vous cohabiter ensemble. Donc fédéralisme, la proportionnelle, ce qui est présent dans la constitution irakienne. Et finalement, et ça le plus important, et c'est là pour moi le début de la catastrophe, c'est que vous allez vous organiser politiquement selon vos identités ethnosectaires. Donc il y aura une liste Shia, une liste sunni et une liste kurde. Et le problème avec cette théorie associative, quand on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, en configurant comme ça, vous ne faites que encourager, enraciner euh, ces divisions. Pourquoi? Et on le voit aujourd'hui dans les élections, puisque maintenant vous êtes un député arabe sunnite ou arabe chiite ou kurde, lorsqu'arrivent les élections, vous allez pas parler en l'Irak parce que c'est pas comme ça que vous allez être élu, c'est pas un programme politique sur, je sais, théorie socialiste ou sur le capitalisme. Non, en fait, vous allez devoir faire appel à votre segment social. Et en fait, vous faites comment? Et tu l'as dernièrement très bien commenté avec tes collègues, bah, vous allez alimenter ces divisions ethnosectaires parce qu'il faut en fait convoquer votre audience, il faut les appeler. Et donc, c'est à chaque élection irakienne, qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit une flambée des discours ethnosectaires. Et Ouais. le problème avec cette théorie consociative, c'est que l'Irak, la vie politique irakienne, elle ne s'est pas faite comme ça. Encore une fois, j'ai une tendance à surciter Hanna Battatou, donc il faudra me pardonner, mais il fait autorité. Mais lorsque vous suivez la vie politique irakienne dans les années 40, dans les années 50, mais personne ne s'intéresse à qui est sunnite, qui est chiite. C'était le pacte de Bagdad, c'était savoir est-ce que l'Irak doit être dans le camp occidental ou dans le camp soviétique. C'était le Parti communiste qui voulait à tout prix euh, euh, faire sortir l'occupant britannique. C'était ça les débats en Irak, c'était pas de savoir qui est sunnite, qui est chiite. Et je crois que c'est vraiment ça mon reproche principal aux Américains, c'est que c'est qu'en fait c'est une théorie qui ne fait qu'enraciner aujourd'hui ces divisions. Et alors ce qui est intéressant dans cette théorie, et pourquoi vraiment Edward Said est important dessus, c'est que lorsque O'Leary, par exemple, fait un article sur la théorie consociative, et il analyse la théorie consociative en Irak, il dit forcément que c'est très bien, qu'il faut continuer là-dessus. O'Leary, et c'est une donnée publique, et O'Leary, en 2004, il fait pas, il crée pas que du savoir. C'est là où il participe aussi à la vie politique. Parce que O'Leary, en 2004, je regarde, je me dis, qu'est-ce que fait O'Leary en 2004? O'Leary, en 2004, il est conseiller des autorités kurdes en Irak sur la question de la constitution. Donc en fait, il donne son avis sur l'Irak, sur la théorie constitutive, et ensuite, en 2004, il participe à l'élaboration de la constitution.
Et il commente O'Leary. Et ce que je trouvais ça assez impressionnant, c'est qu'O'Leary vous dit, si par malheur, et je pense qu'il anticipait quelqu'un de recalcitrant comme moi, si par malheur quelqu'un vient et vous parle de la société civile irakienne, d'un Irak laïque, à ce segment politique, il le dit texte pour texte, à ce segment politique, ne leur faites pas confiance, c'est une nostalgie du pouvoir. Et donc, quand les Irakiens, ou certains Irakiens, certains segments irakiens vous parlent de la laïcité, d'un pouvoir central, euh, eh bien, en fait, ne leur faites pas confiance, texte pour texte. Et c'est là où je parle de violence épistémique, c'est que on crée du savoir, mais aussi on essentialise, on met un doute. Et ce doute-là est encore présent, en fait, dans les débats aujourd'hui irakiens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, que je ne connaissais pas. Je pense que la plupart des Irakiens ne savent pas qui est O'Leary, ne savent pas qui est Toby Dodge. Toby Dodge, pareil, c'est quelqu'un qui produit du savoir avec autorité sur l'Irak, qui est un peu le Mister Irak lorsque vous allez à Londres, lorsque vous allez à Chatham House, comme j'ai fait, et que vous assistez aux conférences. Toby Dodge, il est là, il est présent. Toby Dodge, qu'est-ce qu'il fait pendant l'invasion américaine? Toby Dodge, pendant l'invasion américaine, il est conseiller de Tony Blair. Donc, c'est là où je crois qu'il y a. C'est pour ça que je parle un moment. Bon, ça fait mal de parler de Napoléon, parce que l'idée, c'est. J'avais un target. Mais à un moment, je parle de Napoléon. C'est Edward Said intéressant, parce que lorsque Napoléon entre en Égypte, il entre aussi. Et c'est ce que Edward Said et les spécialistes d'Edward Said savent très bien. Il entre aussi avec des savants. avec des savants. Donc, cette production du savoir pendant l'occupation napoléonienne en Égypte, elle crée du savoir, et donc un savoir qui n'est pas neutre. Euh, il est là pour dominer. Il y a une antipathie culturelle, pour reprendre Edward Said. Et, et, et c'est le cas aussi en Irak. Lorsque les Américains et les Britanniques entrent en Irak, il y a Toby Dodge et O'Leary. Ils viennent aussi avec une volonté de dominer l'Irak, je pense de fragmenter l'Irak. En tout cas, s'ils n'ont pas voulu, c'est le résultat. Et c'est vraiment là le cœur pour moi de mon essai. C'est parce que, et là, je parle en subjectivité, moi, 2003, ça m'est resté là. C'est-à-dire que ça a été, et je pense pour beaucoup d'Irakiens, ça a été une humiliation en live. Parce que si aujourd'hui nous avons vu un génocide en live, en 2003, nous avons vu la destruction d'un pays en live. Et donc, on voit la destruction physique et matérielle de l'Irak, et tout le monde le sait, que ce soit euh, les, les lieux saints irakiens, le musée de Bagdad qui a été dévalisé. Mais ce qu'on ne voit pas, et ce sur quoi je voulais me concentrer, c'est la violence épistémique, morale et intellectuelle contre l'Irak. Mm. Et dans le rappel historique que tu fais au début du bouquin, euh, tu reviens, tu rappelles ce statut intermédiaire historique de l'Irak qui a toujours été pris dans l'étau entre plusieurs puissances, historiquement entre l'Empire ottoman, l'Empire safavide. Et effectivement, l'Irak a toujours été une zone intermédiaire, une zone contestée, qui a aussi fait office de zone tampon. D'ailleurs, une grande partie du peuplement chiite de l'Irak vient du fait que toute une partie des populations venaient se réfugier dans cette zone qui était marécageuse, qui était difficile d'accès, qui aussi était difficilement taxable par les empires. Et tu tires le fil pour montrer à quel point ben, ce statut de prise en étau ben, se perpétue jusqu'aujourd'hui, même si c'est plus l'Empire ottoman. Et en te lisant, et encore une fois, je force un peu le trait pour ouvrir la discussion, mais j'avais parfois l'impression de me dire que tu nous présentais un Irak dont le devenir, dont le sort était toujours déterminé et décidé par des acteurs extérieurs, que ce soit des États, que ce soit les proxys de ces États ou les intellectuels collaborateurs, en réalité. Euh, et, Je et n'ai pas ça, utilisé collaborateur parce non, que je voulais rester. Mais non, c'est ce à quoi je pensais. mais moi je Mais je l'utilise. voulais rester poli. Et donc j'ai dit un peu pour Ou dire. ce qu'on peut appeler les native informants. Ouais, ça passe un peu mieux. Mais, et du coup, pour moi, qui travaille, bon, moi je travaille sur l'islam politique chiite, euh, cette présentation-là, qui évidemment à bien des égards est vraie, pour moi, elle avait un inconvénient qui est qu'elle contribue un peu à lisser et à gommer les nuances entre de ces nouvelles élites qui arrivent au pouvoir en Irak. Et typiquement, tu as des phrases où tu parles du clergé irakien, du clergé chiite irakien, donc les plus hautes instances, les plus hautes autorités religieuses chiites en Irak, qu'on appelle la Marjaria, avec à leur tête leur plus éminent Ali Sistani.
dont il est vrai que dans les premières années, 2003, 2004, 2005, il, et même l'institution elle-même, joue un rôle important pour pousser ces partis islamistes chiites venus de l'opposition et arrivés en Irak à agir d'une seule voix, ce qu'on a appelé la maison chiite à l'époque. Mais c'est une position enfin, qui a beaucoup évolué, il y a eu de nombreuses dynamiques. Et, euh, et typiquement, le rapport de l'autorité religieuse chiite avec les mouvements de contestation du système politique sont beaucoup plus complexes, au point qu'il y a eu des soutiens explicites de Najaf à des manifestations, au mouvement de Tishrin en 2019 et à d'autres. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça va être ce que tu appelles, et tu n'es évidemment pas le seul, et à bon droit à plein d'égards, les milices chiites pro-iraniennes. Donc, ces groupes armés qui sont pour beaucoup nés en opposition en Iran et qui ont adopté le modèle idéologique iranien, mais qui, à partir de 2003, d'une manière ou d'une autre, font évoluer leur discours. Et d'ailleurs, enfin, je me permets une petite incise, mais donc ce modèle idéologique iranien qu'on appelle la wilayat al-faqih en arabe, euh, et- et, quand on, moi, y compris dans mes terrains, dans les années 2012, 2013, 2014, quand je pouvais faire des entretiens avec des représentants de groupes de type Badr ou d'autres qui avaient historiquement adopté ce modèle-là, en réalité, on se rendait bien compte, en grattant un petit peu, que ce modèle idéologique-là, il était là comme un slogan, mais qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait derrière. Et qu'en réalité, ces groupes-là ont assez rapidement compris qu'on ne gagnait pas des élections en Irak en disant Wilayat al-Faqih ou en disant l'Iran, et ont d'une manière ou d'une autre étatisé et nationalisé leur discours. Et c'est assez étonnant. La dernière campagne électorale en novembre dernier, c'était étonnant de voir à Bagdad comment tous les slogans, c'était l'État fort, la nation irakienne, y compris de groupes considérés comme les plus alignés sur le voisin iranien. Et je me demandais si, pour toi, tout cela n'était que ruse, stratégie électorale et rhétorique, ou si tu intégrais à ton analyse aussi ces dynamiques-là et ces nuances-là, ne serait-ce typiquement que la rivalité entre autorités cléricales en Iran et en Irak, par exemple. Je te remercie. C'est un point très important. On en discutait en plus, encore une fois, avec Ali, j'aurais dû te mettre ici en fait. Euh, mais euh, alors, sur la question religieuse, moi, j'étais très précautionneux. Je ne suis pas, tu remarqueras que je ne suis pas rentré dans ce sujet parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas amplement, donc je suis resté loin de tout ça. Lorsque je parle euh, de la confrontation historique entre les Ottomans et les Safavides, je voulais replacer euh, dans un certain contexte historique euh, certains problèmes qu'on voit aujourd'hui en Irak. Lorsqu'on parle, par exemple, de la question de la frontière irano-irakienne, et notamment Shatt al-Arab, qui est un peu la source de euh, la Oui, cause la de zone de confluence du Tigre et de l'Euphrate dans le sud vers Bassora. c'est des Et la raisons frontière iranienne. principales euh, des accords d'Alger en 75 et l'une des raisons enfin, de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Lorsqu'on parle de la région du sud de l'Irak, euh, je veux dire, le contentieux qu'il y avait, je veux dire en ce moment, le contentieux qu'il y avait entre les Safavides et les Ottomans au XVIIe siècle, il a continué. Et en fait, l'Irak hérite en fait, de ce contentieux-là et l'Iran hérite. Donc, euh, je te donne un exemple. Lorsque les Safavides voulaient faire pression sur les Ottomans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils encourageaient les révoltes kurdes. Donc les Ottomans étaient obligés d'intervenir. Ensuite, tu avais les Ottomans qui intervenaient dans le sud de l'Irak, Muhammara, et qui opprimaient à l'époque donc les Irakiens chiites. Les Perses entraient et défendaient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une continuité en fait du différend irako-iranien qui remonte jusqu'à donc, le contentieux entre les Ottomans et les Safavides. Mais j'ai quand même fait attention de ne pas rentrer sur la question religieuse parce que c'est pas vraiment ça Ok, ok, j'entends. le cœur de mon sujet. En revanche, on ne peut pas comprendre aujourd'hui certains acteurs irakiens, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, si on ne revient pas sur la guerre en Irak. C'est-à-dire que l'Iran a investi dans des acteurs qui ont combattu l'armée irakienne. Et aujourd'hui, publiquement, dans certains entretiens, ils l'avouent. C'est quelque chose de presque. Pour certains, c'est une source de fierté.
Ouais, Et par ailleurs, y compris au cours de la guerre contre Daesh, il y a eu des leaders de groupes armés chiites qui, très explicitement, au cours d'entretiens à la télévision nationale irakienne, disaient si le guide suprême iranien me demande de renverser le premier ministre irakien, je le fais. je le ferai. Mais ce que j'entends par là, moi, ce qui m'intéressait sur la question de la révolution iranienne, c'est elle a voulu exporter un modèle qui est aussi ethnosectaire, qui a une vision qui ne reconnaît pas l'État-nation. Et la chute de Bagdad en 2003 permet en fait à cette vision ethnosectaire du monde de s'étaler et de faire hégémonie au Moyen-Orient. Euh, donc ces acteurs-là, en fait, ils ont bénéficié de l'invasion. Et Mm, aujourd'hui, ce qui n'était, et donc, je veux dire, ce débat-là n'était pas présent avant 2003. mm. Non, je suis d'accord. Mais je continue à penser qu'il est intéressant d'observer que tout au long de ces 20 dernières années, depuis 2003, des dynamiques nouvelles sont apparues C'est vrai. et que typiquement, ces groupes-là, qui, pour qui en plus la guerre contre l'État islamique a permis de se racheter une image et de se transformer en libérateur de la nation, alors ça a duré assez peu, puisqu'ils se sont fait contester immédiatement après, mais que eux-mêmes, enfin, sont autre chose que de simples proxies Tout à fait d'accord. et autre chose que les simples vecteurs d'une stratégie iranienne et qu'eux-mêmes ont, alors, pas pour des raisons, enfin pour des raisons tout à fait banales et très classiques euh, ils ont leurs propres intérêts politiques, économiques de plus en plus en Irak et qu'ils y croient ou non, et je crois que c'est important en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, de, de, de savoir quel est notre métier. Notre métier, c'est pas d'être psychologue et de deviner quelles sont les motivations cachées, mais de voir ce que les gens font concrètement et ce qu'ils disent. Et que ces dernières années ont aussi fait comprendre à ces groupes-là ont suscité un désir d'État chez ces groupes-là. Et on passe tout, enfin, pour des raisons très simples, parce qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup plus à gagner à se greffer à l'État irakien qu'à le contester ou à le renverser. Mais donc voilà, je pense qu'il y a aussi ces dynamiques-là d'étatisation qui permettent de nuancer la vision un petit peu simple, qui n'est pas la tienne, hein, de groupes qui viendraient simplement servir des intérêts étrangers et exporter une idéologie qu'en réalité, ils ne connaissent pas très bien. Tout à fait d'accord avec toi. Ce sont avant tout des Irakiens. Donc, ils ont des intérêts en Irak, des intérêts aujourd'hui économiques, et ils ont aussi un public irakien qui va dans les bureaux de vote et qui vote. En revanche, euh, je crois qu'ils resteront euh, victimes de cette victime. En tout cas, ils resteront, je trouve un adjectif, Trop. tributaires. En tout cas, ils sont coincés dans cette lecture politique quand même qui reste euh, ethnosectaire. Et d'ailleurs, tu l'as vu dernièrement quand il y a eu la crise iranienne il y a quelque temps. Qu'est-ce qu'ont fait ces acteurs-là? Ils se sont filmés, ils ont mis les drapeaux iraniens en plein Bagdad, et certains se sont filmés en train de traverser la frontière irako-irakienne. Euh, je suppose que c'est pas pour partager de la poésie iranienne avec les peuples iraniens. Je suis d'accord, mais ils n'ont fait rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a aussi, c'est assez intéressant de voir comment, c'est comme pour Gaza par ailleurs. Mais s'ils continuent, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils continuent de nourrir euh, ces divisions ethnosectaires. Ah, bien sûr. Puisque après ils sont allés sur la frontière Mm, syrienne mm, pour refaire le match entre, il y aura donc maintenant la Syrie néo-méate contre l'Irak, euh, mm. enfin, tu vois, et c'est le problème, je pense, avec cette configuration-là, c'est que l'Irak restera coincé dans une configuration politique qui ne met pas en avant l'identité nationale irakienne. Tu es un citoyen irakien, tu es un acteur politique irakien. Les Irakiens attendent de toi, avant tout et après tout, en fait, de répondre aux défis de cet État-nation irakien, de ces frontières-là. Après, alors, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, les exemples, il faut juste ouvrir son portable et regarder ce qui s'est passé il y a Mais quelques jours. ce qui n'est par ailleurs pas propre à l'Irak, et je pense que alors, évidemment les raisons on les connaît, tu les exposes très bien, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt à se rendre compte que ces dynamiques-là, c'est aussi l'inscription de l'Irak dans l'histoire mondiale et que cette crispation identitaire, il y a pas,
on l'observe partout, y compris chez nous. Et c'est d'ailleurs très intéressant d'observer, de parler à... Moi, c'est des gens avec qui je parle beaucoup, et d'observer qu'ils suivent la politique, notamment européenne et notamment française. Et c'est très intéressant de voir des... On est filmé ou pas? Oui. De toute façon, après tout Non, ce non, qu'on a dit, ça non, non, mais c'est très intéressant de voir des acteurs issus de groupes islamistes chiites vous dire leur admiration pour un Éric Zemmour, par exemple, dont à première vue on pourrait se dire ouf, compliqué de voir les points d'accroche, et en réalité qui partagent une même vision voilà, identitaire de la politique et de la société. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un intérêt à au-delà de l'identification des causes propres à l'état de l'Irak aujourd'hui, de replacer ça dans une dynamique beaucoup plus large, qui est celle d'un mouvement qu'on peut constater ou déplorer, qui va bien au-delà des frontières irakiennes. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rappelle aussi tous les phénomènes après octobre 2019 et donc cette révolution-là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des partis, notamment au sud, dans le sud de l'Irak, dans le fief de ces partis dont on parle, des partis politiques qui mettent en avant plutôt l'identité irakienne, donc une société civile irakienne. Ils ont essayé d'entrer dans les élections, ça s'est pas très bien fait, mais donc effectivement, c'est bien plus complexe que ça. Mais je persiste et je signe. Euh, le régime qu'on a hérité depuis 2003, je ne pense pas qu'il va dans les intérêts de l'Irak et des Irakiens. Et il faut voir juste l'Irak 20 ans après. Euh, et c'est ce que les manifestants irakiens ont fait en 2019. Quel était le slogan des Irakiens quand ils sont descendus dans la rue en 2019? C'est pas moi, c'est deux slogans. Iran barra barra, Bagdad tebqa harra. L'Iran dit en dehors, Bagdad restera libre. Et les sunnites, pardon? Et le Nord n'est pas sorti parce que enfin, les Irakiens habitant dans les villes majoritairement sunnites ne sont pas sortis parce qu'ils avaient peur des représailles. Parce que c'est soit vous êtes, on va vous dire que vous êtes Daesh ou vous êtes bassiste. Donc ce sont les villes du Sud. C'est pour ça que je dis que les choses sont plus complexes, qui sont descendues et il y a eu 600 morts. 600 Irakiens qui sont morts. Et qui était présent dans la salle d'opération lorsque les Irakiens étaient en train de mourir au centre de Bagdad? C'était le général Soleimani. Donc l'Iran, enfin, je veux dire, c'est une présence, c'est plus que symbolique et intellectuel. Le deuxième slogan, c'était Nrid Watan, nous voulons une patrie. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle, enfin, il n'y a pas de plus beau slogan. Moi, j'avais demandé deux vidéos, parce que l'on parle depuis tout à l'heure des problèmes. Je tente, en tant qu'Irakien, de manière très humble, de répondre et de créer plutôt un sens commun irakien, à ma manière. En 2023, pour commémorer l'invasion américaine, avec des amis, avec beaucoup d'Irakiens, et je les remercie puisqu'ils sont là aujourd'hui. C'est grâce à eux que cette ONG est en place et vit. On a essayé de... Donc j'ai monté cette ONG, cette plateforme qui s'appelle Earth, Héritage, et l'idée c'est de mettre en avant les artistes, les intellectuels irakiens, parce que je crois, et c'est de mon expérience, quelqu'un qui ça fait 10 ans, suit dans les revues littéraires la vie littéraire et artistique irakienne. Je pense que les meilleurs ambassadeurs pour l'Irak, ce sont ces artistes et ces intellectuels. Et donc, tous les 6 mois, et vous êtes tous les bienvenus, vous pourrez suivre ça sur Instagram, tous les 6 mois, nous mettons en avant un artiste, nous faisons une exposition. Et c'est une occasion pour réunir tous les Irakiens autour d'une chose, l'Irak avant tout, et sa culture, et ce que les Irakiens partagent en commun. Ce n'est pas que la guerre et la violence ethno-sectaire. Et nous avons aujourd'hui 17 000 followers, je ne les ai pas achetés, contrairement à ce que d'autres font. 17 000 followers, la plupart de l'Irak. Et صلة بين الأجيال، الجيل الجديد والجيل القديم، أيضا صلة بين الفنانين والجالية العراقية. هذه اللوحات هي لوحات تسرد الحياة اليومية في بغداد في هذا اليوم، وأوليت جانب مهم لحركات الناس في بعض الأماكن التاريخية حتى يبين أنه بغداد في هذا اليوم لا تزال مدينة تملك الحياة
لا تزال مدينة فيها كثير أشياء ممكن أن نزورها ونكتشفها، مدينة تستحق الزيارة، مو مثل النظرة اللي عكستها وسائل الإعلام على مدى أعوام طويلة إنه بغداد مدينة خطرة ومخيفة إلى آخره، لا، بغداد جميلة ويمكن للإنسان أن يزورها، تقسيم من الأوقات أيضا تمنح للزائر جولة صورية وملونة في بغداد، ربما هذه الجولة تخليه يكون عنده رغبة أن يزور بغداد بشكل فعلي في يوم ما. الفجر بالليل والنار بالسيل كل بأمر يسار وأتى الصوت كوني فكان الحوار. Le but et pourquoi c'est en lien avec le livre, c'est que je crois que l'un des défis pour les Irakiens, surtout pour le futur, c'est de se concentrer sur la création d'un sens commun, de valeurs communes, euh, et de s'éloigner de toutes ces théories politiques en fait, qui n'ont fait que de diviser les Irakiens, et de mettre en avant ce que j'essaie de faire là, c'est qu'il y a quelque chose qui réunit ces Irakiens-là. Il y a un attachement à leur pays, à leur ville, à leur nourriture. Les Irakiens aiment manger. À leur musique, à la poésie. Ça reste quand même le pays de la poésie arabe, la grammaire. Et, et je pense que de manière très humble, j'essaie de le faire à mon niveau. Et je remercie, elle n'est pas là, mais Maïssa Nabhani, qui est d'origine tunisienne, c'est grâce à elle que cette ONG est là aujourd'hui. Et tous les Irakiens qui sont présents, tous ceux qui nous ont aidés. Je crois que là, il y a un début de réponse au problème de l'Irak. Grande parenthèse fermée. Alors, c'est difficile de rebondir après ça, mais du coup, Ouais. je vais arrêter de monopoliser la parole. Simplement pour dire que, bah, en voyant ça, je me rappelle aussi pourquoi j'ai aimé ton livre. C'est que, à la fois, c'est un livre précieux parce qu'il est bon, évidemment très pertinent, parce que même s'il parle de dynamiques qui ont maintenant plus de 20 ans, euh, c'est des dynamiques dont on voit aujourd'hui toujours les effets. Évidemment, aussi parce que pour le malheur de l'Irak, parler de l'Irak il y a 20 ans, c'est souvent parler de l'Irak aujourd'hui. Et il y a des personnages dont tu parles qui, il y a encore 3 jours, étaient nominés Premier ministre. Euh, donc, donc ça parle évidemment. Euh, et aussi précieux parce que c'est vraiment une voix qu'on entend peu, c'est-à-dire que la voix d'un Irakien exilé, mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas comme si tu redécouvrais l'Irak après l'avoir oublié pendant des années. Tu es quelqu'un qui, enfin, pour te connaître un peu, qui a suivi au jour le jour, à distance, ce qui se passe en Irak et qui est extrêmement connecté à la vie irakienne, y compris de loin, et qui trouve à sa manière une façon de contribuer à ce que, Inch'Allah, l'Irak sera demain. J'aurai sans doute d'autres questions qui viendront, mais je voudrais... Pour rebondir, pour être honnête, je ne me considère pas comme exilé. D'ailleurs, je te remercie pour ce que je dis. Mais parce que moi, j'ai grandi avec mes parents, donc comme réfugié. Euh, En revanche, je le dis souvent à mes amis, parce il y a un débat aujourd'hui sur le poids des diasporas et leur regard par rapport à ce qui se passe en Iran. Euh, je pense que l'un des problèmes aussi auxquels a fait face l'Irak après l'invasion, c'est qu'on a eu toute une élite politique qui est revenue, elle, pour le coup, de son exil 20 ans plus tard, et qui était en décalage avec sa société. Maliki, je pense, et le déracinement, je pense, ça nourrit une certaine violence, parce que le regard qu'il a vers la société irakienne est en décalage, où il est travaillé par un imaginaire qui n'est pas forcément celui des Irakiens. Et c'est pour ça que l'une des réussites aujourd'hui de l'actuel Premier ministre irakien, Ahmed Shia al-Soudani, c'est justement, c'est le Premier ministre qui vient de l'intérieur. Il a vécu avec les Irakiens. Donc forcément, lui, les divisions ethno-sectaires, ce n'est pas son sujet. Et lui, il est intéressé par les infrastructures, ce qui touche vraiment les Irakiens, les économies. Si je ne me Et trompe pas, c'est le premier ministre irakien depuis 2003 à n'avoir qu'un seul passeport. exactement, c'est le cas aussi. Et je pense que le message pour nous en diaspora, c'est aussi d'être conscient que nous ne sommes pas, comme diraient les Irakiens, l'Irak de l'intérieur, et que nous avons aussi, et j'essaie moi-même de l'appliquer, d'être précautionneux, même si j'étais en Irak il y a un mois, que mon regard, en fait, je suis l'Irak de l'extérieur. Mais nous avons aussi un rôle à jouer en Irak, et c'est pour ça qu'on a fait une ONG
c'est que nous avons notre mot à dire. Pour ma part, je finirai simplement par dire que voilà, même toute pudeur mise de côté, j'espère un jour qu'on pourra lire sous ta plume l'histoire de ta famille et de ce que ça a signifié. Oh. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors, on a deux questions sur Zoom. La première, c'est quelqu'un qui raconte qu'il a vu lors d'un mariage que le certificat de mariage était surmonté de la mention au nom du peuple, surimprimé sur la précédente mention qui était au nom de Dieu. Et il voudrait savoir qu'est-ce qu'il en est maintenant et peut-être en comparaison avec le Liban. Une comparaison avec le Liban. Pour la première question, je ne suis pas marié, donc je ne peux pas répondre. C'est un problème technique que je ne peux pas résoudre. Mais Irakiens qui sont mariés pourront peut-être. Sur le Liban, effectivement, il y a une comparaison, puisque on a appliqué au Liban aussi le modèle consociatif, avec les résultats qu'on connaît. Euh, oui, donc la comparaison est juste, avec ses différences aussi. Je crois que le modèle consociatif libanais, il est enraciné depuis bien longtemps, alors que l'Irak hérite de ce modèle-là depuis 2003. Mais les critiques que je formule sur le modèle consociatif irakien, euh, elles sont applicables, avec quelques exceptions, bien sûr, au modèle consociatif libanais. Ce qu'on peut dire aussi sur la comparaison avec l'Irak, c'est que, et pour nuancer aussi ça, c'est que bon, ce modèle consociationniste ou consociativiste, il a notamment pour expression le fait que, en gros, c'est un partage du pouvoir selon des lignes ethno-confessionnelles qui ne sont pas écrites, mais qui sont connues de tous. Typiquement, voilà, le président irakien, traditionnellement, était kurde, le Premier ministre est chiite, et le président de la Chambre des représentants, donc la Chambre haute du Parlement, même si la Chambre, enfin, la Chambre basse du Parlement, même si la Chambre haute n'existe pas, donc il n'y en a qu'une, en l'occurrence, et sunnite. Après, il y a aussi des résistances à ce modèle-là. C'est-à-dire que, pour parler, je n'ai pas la réponse sur le contrat de mariage, je ne suis pas marié non plus, et encore moins en Irak, mais, une un des sujets qui a beaucoup animé le débat politique irakien depuis 2003, et en particulièrement l'an dernier, ça a été le Ahwal Sharsi, le J'en code du parle, statut le code personnel, de statut personnel. le code du statut personnel, c'est-à-dire le régime juridique qui régit toutes les questions liées à la famille, à la garde des enfants, au divorce, à l'héritage, etc. Avec des partis qui, depuis 2003, essayaient en vain, pendant 20 ans, et c'est l'ouverture d'ailleurs de ton livre, d'imposer un modèle en fait inspiré du modèle libanais, c'est-à-dire d'imposer des régimes juridiques en matière de droit du statut personnel selon les confessions. Et en gros, un régime juridique chiite, un régime juridique sunnite, etc. Et alors, il se trouve que la loi a fini par passer il y a quelques mois et et en décembre ou a donné lieu à une codification par les autorités religieuses chiites. Et ce qui est intéressant de voir, et moi c'est une nuance que j'apporterai à cette confessionnalisation, c'est que d'une part ce texte de loi il a eu beaucoup de mal à passer et il a fini par passer uniquement parce qu'il y a eu un accord avec des partis kurdes et sunnites, dont la légalité d'ailleurs peut être mise en cause. Mais il y a eu plusieurs tentatives pendant 20 ans qui ont fini par aboutir à un texte qui a été complètement revu et qui a beaucoup perdu sa substance, même si en réalité il est préoccupant, notamment en termes de garde des enfants, etc. Mais c'est aussi intéressant de voir comment tous ces partis issus d'une matrice islamiste chiite en fait, assez fait, on fait assez peu de cas, je vous prie de m'excuser, de toute la dimension conservatrice de l'islamisme en réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment assisté à une islamisation massive de l'État depuis 2003. Alors pour plein de raisons, et il y a des exceptions, c'en est une, il y a eu quelques projets de loi qui sont passés, mais et c'est aussi intéressant parce que je pense que ça permet d'avoir un autre regard sur ces parties-là, une dimension de ces partis qui a été rarement explorée à ma connaissance, c'est leur pauvreté idéologique. Et je pense que ce qui explique aussi
le fait que quand on n'a pas de programme idéologique et pas d'identité idéologique, et qu'en même temps tous ses concurrents viennent à peu près des mêmes mondes, eh bien, il faut se différencier autrement, et notamment par la violence, etc. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à voir là-dedans. À ma connaissance, l'Irak est le seul pays de la région où l'islam politique ou l'islamisme arrive non pas avec un parti ou un parti en concurrence avec des partis venus d'horizons idéologiques différents, mais sont en concurrence avec d'autres partis islamistes. Et du coup, il faut arriver à se distinguer des autres, alors même que idéologiquement, on n'a pas grand-chose à vendre, et avec une autre contrainte, ce qui rend la situation particulièrement plus intéressante, qui est qu'il y a une autorité religieuse à Najaf, qui, alors ça c'est quelque chose que je développe dans ma thèse en l'occurrence, on pourra en reparler si j'ai le plaisir d'être réinvité ici, et désolé de monopoliser la conversation. Je Ah bah, il vend ces trucs, je peux vendre des biens. J'en appelle à ton invitation. Non, mais et qu'il y a une autorité religieuse qui joue le rôle d'une banque centrale de la référence religieuse. C'est-à-dire que quand on est un parti islamiste chiite en Irak, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la religion. On est obligé parce qu'il y a une autorité un peu incontestée. Et du coup, il faut trouver d'autres façons de se distinguer. Et ces autres façons, ça peut être effectivement la création de groupes armés ou autres. Bref, je ferme la parenthèse. Juste pour rebondir, ce qui avait choqué les Irakiens pendant le débat public, c'est que l'une des dispositions de cette loi-là, mais ça a été refait, permettait le mariage des filles Oui, alors typiquement, voilà, ce projet mineures, le mariage des mineurs. d'amendement à la loi sur le statut personnel de 1959, qui était en vigueur jusqu'alors, évoquait la possibilité d'abaisser effectivement l'âge, Et je la commence par cette majorité. controverse parce que regardez comment le débat est structuré en Irak. Donc, le législateur irakien vient avec trois lois. Donc, la fragmentation, elle commence dès le début. On va avoir une loi pour les Kurdes, c'est une question liée à des questions de terre. Une loi pour les Arabes sunnites, parce que pour gracier euh, certaines personnes irakiennes, arabes sunnites, qui sont emprisonnées pour des raisons qui sont obscures. Et la troisième, c'était pour faire plaisir au parti que tu as cité. Donc, dès le début, en fait, une loi qui au départ était une loi, et c'est ce que l'État irakien a fait dès l'arrivée en fait, de la monarchie irakienne. C'était, comme dirait Hannah Batatou, il y avait une incohérence de la société irakienne. Et donc, il y avait la loi des tribus, la loi des centres-villes, et donc il fallait unifier tout ça avec une loi commune. C'est-à-dire que la loi d'amendement au statut personnel qui vient d'être votée, enfin qui a été votée il y a quelques mois, n'a pu passer que par l'intermédiaire d'un accord en faisant passer, en gros, un package législatif, et c'est en ça que la légalité est contestée, qui faisait passer une loi soutenue par les partis kurdes pour la restitution de terres spoliées du temps de Saddam Hussein, et une loi d'amnistie pour des combattants sunnites. Bref. Et simplement juste pour finir sur ce que tu disais sur la majorité, enfin l'âge légal du mariage, notamment pour les filles, le texte finalement voté a notamment après la contestation d'un certain nombre de tout un pan de la société irakienne. Il y a eu une très grande mobilisation d'associations féministes, etc., qui était d'ailleurs à l'origine en 1959 de la loi sur le statut personnel. Cette disposition-là a été supprimée puisqu'il est établi que aucune disposition de cette loi d'amendement ne peut être contraire à la loi de Elle a été 1959 supprimée, mais avec des exceptions. Bref, elle a été supprimée, mais on va sortir ce débat très technique, mais en fait, il y a une autre disposition de la loi qui permet en fait une exception, faut-il le de juger. reconnaître les. On n'est D'autres pas questions. sorti. Pardon, il y a des questions. Je suis très heureuse de vous écouter. Merci d'être là. Merci. La question que j'ai plusieurs, mais je vais poser celle qui enchaîne avec la référence à Maliki. Est-ce que les Irakiens maintenant, ou certains, redoutent l'ingérence des États-Unis, mais surtout aussi Israël? Parce qu'on sait ce qu'elle fait au Liban, en Syrie. Et j'aimerais savoir quelle est l'attitude de la plupart des Irakiens à propos de l'avenir quand le monde en général souffre beaucoup. Merci. Ce qui m'attriste parfois, c'est que, en fait, tout dépend malheureusement de quel Irakien vous allez parler. Il y a certains Irakiens qui, je pense, seraient contre l'ingérence américaine, mais seraient pour l'ingérence iranienne. D'autres seraient au contraire euh, pour l'ingérence, vous m'aurez compris,
pour l'ingérence d'un autre État, contre l'ingérence d'un autre État, parce que malheureusement, l'imaginaire collectif irakien est lui aussi fragmenté, et donc chacun, en fait, pense d'abord au segment social auquel il appartient. Certains aujourd'hui vont manifester. Je sais qu'il y a des Irakiens qui sont contents de l'arrivée de Trump, par exemple, parce qu'ils pensent que Trump. Et c'est un problème, parce que si vous pensez qu'un autre État éloigné, je ne sais pas combien de kilomètres, va venir vous sauver, c'est qu'il y a un problème. Pense que Trump va les débarrasser en fait de l'hégémonie iranienne. Et il y a, je pense même certains partis politiques qui sont en train de faire du lobbying à Washington, d'autres qui sont plus proches de l'hégémonie iranienne. L'avis, je pense, kurde sera totalement différent. Tout dépend de quel Irakien. C'est ça le problème. Excusez, j'ai compris de ce que vous avez dit avant que l'Iran, c'est la menace principale à l'unité de l'Irak. Et donc, si Trump est en train de J'ai compris faire ce que ce tu qu'il veux dire. veut avec l'Iran, il menace de le faire, et le monde et l'Europe et tout le monde semblent d'accord, que c'est vraiment ça qui préoccupe les Irakiens beaucoup plus que l'Israël ou les États-Unis. Pour être honnête, il n'y a pas que l'Iran qui menace l'Irak. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une crise écologique en Irak désastreuse. Euh, Non, il y a j'espère. beaucoup de choses qui menacent l'Irak. Pour répondre de manière claire et simple, actuellement, l'Iran maîtrise le sol irakien, on va dire, en termes de force politique. En revanche, les flux, par exemple, financiers et économiques, c'est les Américains. Aujourd'hui, l'Irak vend son pétrole aux compagnies étrangères. Elle reçoit l'argent en dollars. L'argent, il est reçu dans un compte à New York. La Banque centrale irakienne, elle a un compte à New York. Elle va faire la reconversion et ensuite c'est renvoyé en Irak. Et c'est là où les Américains appuient. Donc, malheureusement, l'Irak est sujet aujourd'hui à plusieurs ingérences, pas qu'iraniennes, américaines, mais de nature différente. L'économie irakienne, aujourd'hui, elle est sous maîtrise presque directe des Américains. Je laisse aussi peut-être. Non, merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre exposé. Merci à vous deux d'ailleurs C'est pour lui le votre vrai travail. spécialiste. Et merci aussi pour la vidéo sur la culture, sur les activités culturelles de la diaspora. Ma question est par rapport à la culture à l'intérieur de l'Irak. On, on, on savait depuis longtemps que l'Irak est très, sur le plan culturel, intellectuel, est très, très puissant. Et vous avez parlé des poètes, etc. Enfin, on commence par Moutenbi, on descend jusqu'aux poètes, aux jeunes poètes. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une activité à l'intérieur de l'Irak, comme il l'était il y a quelques décennies? Euh, dans les années 50 et 60, on disait que l'Égypte et le Liban produisent les livres et la culture, etc., et les Irakiens les lisent. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut appliquer toujours ce terme? Et merci. Je crois que c'était le Caire, enfin, l'Égypte écrit, Liban imprime et l'Irak lit. Oui, il y a toujours une activité, je pense que les Irakiens vous confirmeront, parce que moi je le vois, donc il y a toujours une activité littéraire, il y a des romanciers irakiens qui sont traduits. Ahmed Saadawi, il y a quelques années, avait gagné un prix, il est d'Irak. Hassan Blassem, Sinan Anton, Ali Mamdouh, aussi bien les Irakiens de la diaspora qu'à l'intérieur de l'Irak. Parmi les 17 000 qui nous suivent, j'ai vu énormément de jeunes personnes irakiennes, beaucoup de femmes qui dessinent, on a énormément de peintres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait, on nous écrit souvent sur Instagram en disant il faut nous soutenir. Et en fait, vous avez chaque mois une dizaine de peintres. Donc la créativité est toujours là, aussi bien en poésie. Il y a la foire du livre à Bagdad où les gens sont présents. Euh, je pense que les Irakiens n'ont pas cessé de vivre et donc de produire aussi depuis toutes ces années. Non, moi, alors, je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais de fait, il y a une vie culturelle qui renaît et qui est très active en Irak aujourd'hui, au Kurdistan, à Bagdad, à Basra,
Je me rappelle, ça fait longtemps que je n'ai pas raconté l'anecdote, donc je vais la raconter, mais je me rappelle, c'est toi un des premiers que Ouais. j'avais raconté, mais en 2015, je faisais un terrain dans le sud, à Bassora, et on était vraiment au plus fort de la guerre contre Daesh. Et, et je me souviens m'être promené avec un ami le long du fleuve et avoir vu un attroupement et des gens qui faisaient la queue. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, ils étaient c'était des ados, et vraiment des dizaines et des dizaines. Et ils faisaient la queue pour se prendre en selfie devant la statue de Badr Shakr Sayyad, très grand poète irakien. J'ai au plus fort de la guerre, la violence était. Et le lendemain, je me suis baladé, il y avait des concours d'improvisation, de poèmes, etc. C'est une société qui, au plus fort de la guerre, est capable de ça, quoi. Donc, enfin, tout n'est clairement pas perdu. Pour rebondir sur ça, et parce que mes amis sont là, pour parler des poètes, la place du poète et de la poésie est centrale en Irak, la figure du poète. Et avec quelques amis, dont Ali qui est encore là, nous sommes allés jusqu'à Prague, parce qu'à Prague, il y a un café. Sauf que dans ce café, dans les années 70, le grand poète irakien, El-Jawahari, a bu un café là-bas, a passé son temps là, et il y avait sa photo. Et donc, en parlant selfie, je pense que les gens à Prague devaient se dire, enfin, pas à Prague, si, si, à Prague, pardon. Les gens à Prague devaient se dire, qui sont ces Irakiens? Parce qu'on était six, on s'est mis devant la photo de Jawahari, on se prenait en photo, puis l'un appelait l'autre, est-ce que tu peux me prendre un selfie? Donc, oui, la culture, c'est pour ça que c'est un projet culturel, parce que je crois que c'est vraiment ça, la force de l'Irak et des Irakiens, c'est ce qui les réunit avec l'équipe de foot, même si c'est mal parti pour la qualification, mais c'est cet attachement à, à la culture. Je pense que les Irakiens ont conscience qu'ils habitent un pays qui a une place culturelle, historique extrêmement forte, et surtout la poésie. Oui, et puis il faut aussi comprendre que, pour reprendre des données un peu macro, alors je ne sais plus les chiffres exacts en tête, mais aujourd'hui, bien plus de la moitié de la population irakienne euh, a moins de 20 ans, et donc n'a pas connu Saddam Hussein, n'a pas connu et du coup évolue dans un nouvel imaginaire, quoi. Et pour reconnecter à la question de tout à l'heure, une des choses qu'on peut mettre au crédit, alors personnel ou pas personnel, mais du Premier ministre sortant, c'est effectivement d'avoir rétabli une certaine stabilité, Exactement, ouais. d'un point de vue en tout cas sécuritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, par rapport à quand je faisais des terrains il y a 10 ans, enfin, vous pouvez prendre votre billet, vous prenez votre visa électronique sur Internet et vous êtes à Bagdad demain, et un visa de tourisme, et vous entrez en payant 80 $. Et comme c'est par ailleurs un pays de pèlerinage, bah, les infrastructures hôtelières, etc., enfin, vous pouvez faire ça, quoi. Donc évidemment, cet environnement-là, alors qui est très précaire, parce que ce qu'a réussi le Premier ministre, c'est pas que lui, c'est aussi que la configuration fait que je pense que tous les acteurs, y compris ceux dont on parlait tout à l'heure, avaient intérêt à ce que les débordements régionaux actuels n'empiètent pas en Irak. Et l'Irak, de ce point de vue-là, en ce moment, c'est un peu l'œil du cyclone, quoi. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais tout autour, ça bouge, et voilà. Et la stabilité est précaire. Mais il y a véritablement, y compris, il y avait une question sur Israël, je veux dire, la Palestine a toujours mobilisé en Irak. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Irakien qui ne va pas se sentir solidaire de Gaza, de la Palestine. Simplement, on a vu très peu de manifestations ces dernières années. Euh, et bon, enfin, moi je suis chercheur, je ne suis pas là pour juger ou pas juger, mais en l'occurrence, c'est aussi qu'on a une société qui vraiment euh, a vécu l'enfer pendant des décennies et des décennies, et qui estime qu'elle mérite un peu d'apaisement. Et évidemment, ce contexte-là est propice à l'éclosion d'initiatives culturelles Le et gouvernement, artistiques. le gouvernement irakien a été averti, en fait, euh, par le gouvernement américain qu'il fallait absolument pas rentrer dans ce conflit. En revanche, moi j'étais à Mossoul il y a quelque temps, Mossoul qui est une ville détruite. euh, de tous les acteurs que j'ai rencontrés, la plupart des jeunes, ils étaient quand même concentrés par la question de Gaza. Et c'est-à-dire que le Mousslaoui a encore de la force parce que, donc là, je suis d'accord, je pense que même la question de la Palestine, c'est peut-être l'une des choses qui réunit aujourd'hui les Irakiens, ou il y a, en tout cas surtout les Irakiens arabes, oui, et elle a encore une centralité parce que je vous dis, j'étais à Mossoul, une ville presque détruite qui a été aussi rasée, et tous ceux que je voyais, ils ont écrit, ou en tout cas ils se sont prononcés sur la question de Gaza. Euh, le sentiment de solidarité était encore présent, pas qu'à Mossoul, partout en Irak. Ah, Ali, j'attendais ta question. Je t'ai fait Merci, 5 merci fois. beaucoup. Bonsoir.
Merci Shadel, merci Robin pour cet échange passionnant. Euh, D'abord, je voulais revenir, nous avons parlé, et vous avez parlé de l'intervention américaine et ses péchés originels. Mais ce qui m'intéresse aussi là-dessus, c'est la responsabilité des Irakiens. Après 2005, les Irakiens ont voté pour la Constitution et puis il y avait des élections en 2006 et 2010 et ainsi de suite. Et donc, quelle est la responsabilité des électeurs? Parce que c'est très bien de pointer du doigt les partis politiques, etc. Mais en faisant cela, je pense aussi qu'on enlève la responsabilité des Irakiens. Et donc ça, c'est une chose. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. En plus, euh, vous avez parlé aussi de certains partis politiques et certaines milices qui sont liés à l'Iran ou avec d'autres pays. J'aimerais bien savoir aussi ce que vous en pensez de l'islam politique en Irak, parce qu'il me semble que ce que vous décrivez, c'est plus qu'un problème qui est lié à certaines factions qui sont alignées avec Téhéran, mais c'est un problème d'islam politique, parce que toutes les partis, kurdes, sunnites, chiites, les partis majeurs, voilà, qui adoptent l'islam politique et c'est avec un manque complet de programmation, etc. Et donc ça, je pense que nous n'avons pas abordé ce sujet. Et Dieu sait qu'il y aura beaucoup de sujets à aborder avec Shadel. On les aborde tous les mois avec Tout à fait, mais encore plus cette fois. Et voilà, j'aimerais pas que cette prise d'otage dure plus. Donc merci beaucoup. Merci Ali pour ta question. Par rapport aux élections, les élections de 2005, lorsqu'ils se passent en Irak, nous sommes au cœur de la guerre civile en Irak, un pays déchiré, fragmenté et surtout sous occupation. Est-ce que les Irakiens ont élu leurs députés comme si moi j'ai élu un député pendant les élections en France, c'était un pays sous occupation? Effectivement, les Irakiens, et le premier, je pense, c'est l'ancien président irakien, responsable de cette situation, parce que ce que j'explique, c'est que vraiment, l'invasion du Koweït, elle a appauvri l'Irak, elle a isolé l'Irak, elle a isolé les Irakiens. C'est pour ça que ça a une influence même sur les études, parce que ce que j'ai expliqué, c'est que on a vu une baisse des études sur l'Irak pendant cette période des années 90, puisque le pays était inaccessible. Et donc là, c'est forcément un Irakien qui a décidé d'engager son pays dans une guerre inutile. Il y a un débat aussi sur la guerre irano-irakienne. Donc forcément, les Irakiens sont responsables, mais il faut replacer les choses dans son contexte. Ce pays a été occupé par une puissance étrangère qui est venue lui faire la guerre alors qu'il n'avait rien demandé. Et lorsque les élections se passent, tu sais que tu as le segment sunnite qui refuse de participer aux élections ensuite. Donc, euh, c'était pas des élections normales, je dirais. Je te laisse répondre pour l'islam politique. Oui, bon. Grand Euh, sujet. non, mais pour l'islam politique, très franchement, moi j'en viens à me poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'islamiste ou d'islam politique dans ces partis-là? Je suis pas certain que ce soit ça le problème majeur. Enfin, je pense que la plupart de ces partis, ils sont islamistes comme, on est toujours filmé, mais comme Fabien Roussel est communiste, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un imaginaire, des références, mais bon, qu'est-ce que programmatiquement ça donne? Très franchement, pas grand-chose. Donc, je sais pas si le problème vient de là. Le problème, il vient. C'est comme on a souvent parlé, voilà, ce système de quotas confessionnels, ethno-confessionnels qu'on appelle la muhassasa. Euh, Avant d'être un système de partage ethno-confessionnel, ce qu'il est aussi, c'est un système de verrouillage politique. Et c'est en ça que c'est surtout un problème. C'est que ce sont des partis qui s'accordent sur rien, sauf sur une chose, c'est-à-dire empêcher l'arrivée de tout nouvel entrant dans le système. Et en vérité, et c'est ce qui répond aussi à ta première question, je pense, c'est que alors, c'est certainement pas moi qui vais distribuer des bons et des mauvais points et qui ai la responsabilité des Irakiens ou pas, mais de fait, il y a des effets de structure, l'offre politique, elle est scalée, et enfin, le moindre Irakien ou le moindre groupe d'Irakiens avec la meilleure volonté du monde aujourd'hui, je ne sais pas quel serait le canal pour exister politiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, il n'y a pas de loi, il n'y a toujours pas de loi électorale en Irak, l'argent des campagnes, enfin, c'est éteint toute possibilité
d'initiatives qui contesteraient la façon dont le système fonctionne. Et juste pour revenir à la spécificité dont je parlais un petit peu et pour finir de répondre à la question sur l'islam politique, ce que je trouve intéressant dans l'existence très unique et singulière de la configuration irakienne, l'existence d'une autorité religieuse qui, contrairement à plein d'autres dans les mondes sunnites, a réussi à garder la légitimité religieuse. C'est pas possible de contester la marjaria sur le plan religieux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, y compris cette instance-là, dont on a beaucoup dit que c'était la faiseuse de rois, etc., si vous regardez l'ensemble des décisions politiques prises par Najaf ou recommandations depuis 2003 ou 2005, les seules qui ont été effectivement suivies des faits, qui ont eu des conséquences, qui ont été suivies, ce sont celles qui en fait ne faisaient qu'entériner des décisions déjà prises par les acteurs dominants du système politique. Et dès que l'autorité religieuse, censément indépendante et surplombante de Ali Sistani, allait à l'encontre de ces intérêts-là et demandait à transformer le fonctionnement du système, bah, c'était fini. Enfin, on l'oubliait. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un des grands moments de la contestation, ça a été en 2016, je crois. Il y avait des grandes manifestations et Najaf a commencé à apporter son soutien, donc via les khoutab, les sermons du vendredi, qui sont un des canaux d'expression politique de Sistani, a soutenu les manifestants en disant que ce n'est pas uniquement une question de corruption, c'est une question de service public, de réforme du système, etc. Ça n'a rien donné. Et semaine après semaine après semaine, il y avait le soutien des autorités religieuses aux manifestants. Et ça n'a rien donné au point que le sermon politique, donc tous les vendredis, il y a un sermon religieux suivi d'un sermon politique qui est une des expressions politiques de Sistani, ils l'ont suspendu. Ils l'ont suspendu pendant plusieurs semaines. Ce qui était véritablement, enfin c'est l'analyse que l'on fait, la prise de conscience qu'on est en train de démonétiser notre parole politique et si on continue à contester et que ce n'est pas suivi des faits, on va perdre, notre parole politique va perdre de son effet et par la suite, l'ensemble des prises de position, y compris quand ils ont obtenu la démission d'Abdel Mahdi, c'était des choses qui avaient été déjà entérinées par les coalitions partisanes, quoi. Juste pour rebondir, il y a un acteur qu'on oublie souvent aussi en Irak qui a joué un rôle important dans les années 40, 50 et même 60, c'est le Parti communiste irakien. Et c'est le parti, en tout cas, irakien de tous les paradoxes. Le plus grand parti communiste arabe. Le plus grand parti communiste arabe, qui a joué un rôle actif dans les événements politiques en Irak dans les années 40, 50, 60. Et ce parti communiste, pour montrer aussi la pauvreté de la vie politique et intellectuelle irakienne, c'est quand même un parti communiste qui est venu avec l'invasion américaine. Je connais très peu de partis communistes qui sont censés être anti-impérialistes, qui viennent avec une occupation américaine. Deux qui participent. Oui, mais ils participent à une opprimée. Enfin, tous les partis, c'était un parti unique. Quand les communistes étaient là, ils ont aussi opprimé en 1959 à Mossoul. Malheureusement, ça, c'est l'histoire de l'Irak. Mais moi, enfin, ce que j'ai toujours demandé au secrétaire général, c'est comment en fait vous faites pour participer à une opération politique, vous, le Parti communiste, avec votre histoire, parce que ils ont toujours été, c'est ce que j'essaie de rappeler dans mon livre, et c'est ce que Hanna Battato rappelle, ils ont toujours été quand même ceux qui se sont opposés à l'hégémonie occidentale. C'était un peu l'une des raisons pour laquelle ils ont participé à la enfin, à la fin de la monarchie irakienne. Là, ils participent quand même à un régime politique mis en place par une occupation américaine, par une invasion. Vous êtes quand même le Parti communiste. Et ensuite, ils se sont alliés à des partis, entre guillemets, j'aime pas le mot islamiste parce que c'est un catch-all, mais à des partis religieux. Et je vous invite à regarder la dernière photo du congrès du Parti communiste. Vous avez le secrétaire général avec plusieurs clercs ou clergés. Ça aussi, enfin, je veux dire, ça serait intéressant de demander à chaque acteur politique irakien d'avoir un minimum de cohérence. Si vous êtes un parti communiste, c'est comme si demain en France, Fabien Roussel avec Civitas. Les gens diraient non, quand même, ça marche pas. Ça passe pas. En Irak, ça passe. En Irak, ça passe. Il y a des intellectuels, celui que tu as commenté il y a quelque temps, je le cite, Falah Abdel-Jabbar, qui est un intellectuel marxiste et qu'on voit devenir conseiller de Muqtada Sadr. Comment tu et ça participe. Les acteurs politiques irakiens participent à cet appauvrissement intellectuel parce que tout simplement, ils n'ont, comme tu le dis, aucun appareil idéologique, aucune cohérence. Ferme la parenthèse. Donc ça, c'est pour le Parti communiste. Là, dans la salle ou dehors.
Un très grand merci, très franchement, pour travailler sur ce pays. Merci à Il toi. y a peu d'occasions de parler d'Irak, notamment en France, notamment à Paris. Donc, merci à vous. Merci à Chadel pour ce Merci très à beau toi, Romain. bouquin. Merci au Carep.